Je suis avec un invité de marque qui est toujours avec nous et qui nous aide tous les mardis par ses compétences, par son expérience. J'ai donc le plaisir et l'honneur d'accueillir encore une fois l'ambassadeur d'Agijimana, Jean-Marie Vianney, dans les studios de Radio Rumuri. Ambassadeur d'Agijimana, Jean-Marie Vianney, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Rumuri, à qui je demande à l'avance de me comprendre si ma voix semble enrouillée, parce que c'est la saison, c'est la grippe saisonnière. En tout cas, merci à vous, Aloïse, et à toute l'équipe de Radio Rumuri. Donc, je dis bonjour à nos auditeurs. Merci d'avoir bravé cette méchante grippe qui vous attaque et d'avoir donc honoré notre invitation. C'est un honneur et c'est un plaisir chaque fois d'être avec vous. Aujourd'hui encore, vous êtes donc là pour nous faire bénéficier de votre expérience de diplomate de carrière, mais surtout, aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire. Je ne sais pas si je dois le dire ou vous laisser le dire, mais je dirais que vous êtes un activiste de la mémoire pour tous. Si vous pouvez en parler et moi à nos auditeurs, parce que nous allons beaucoup parler de la mémoire aujourd'hui. Ambassadeur Ndegijimana Jean-Marie Vianney. Merci beaucoup. En fait, je ne suis pas un activiste de la mémoire, je suis un activiste de l'égalité citoyenne. Et c'est cette égalité qui m'a poussé, avec d'autres camarades, à créer une organisation qui s'appelle Mémoire pour tous et justice égale pour tous. Donc, c'est en vertu du principe, dès le départ, constitutionnel par ailleurs, d'égalité citoyenne. Nous avions constaté tout simplement que, en matière de mémoire, il y a une partie de la population rwandaise qui était complètement laissée de côté, oubliée, discriminée. Et donc, nous en avons conclu qu'il y avait au Rwanda un système d'apartheid. Normalement, à cette période de mémoire, je ne devrais pas en arriver là, je ne devrais même pas le dire, mais c'est une triste réalité, malheureusement. La société rwandaise d'aujourd'hui, elle est ainsi faite. Elle est basée sur un apartheid, sur une discrimination institutionnalisée, où, là aussi, je vais utiliser des termes tout à fait normaux, hein, sans avoir peur de le dire, seule la composante Tutsi de notre peuple a le droit d'exercer son droit à la mémoire. Or, comme on le sait, au Rwanda, il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis. Hein. Personne ne va m'apprendre à parler de ce génocide, parce que même le FPR, d'ailleurs, au départ, j'ai eu des soucis avec le FPR en 1994. Chaque fois que je disais génocide contre les Tutsis, alors que j'étais encore à Paris, le FPR disait non, 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 il ne faut pas utiliser ce terme. Je n'avais réellement jamais compris pourquoi. C'est ensuite, en voyant leur connexion, en voyant leur connivence avec une des puissances occidentales qui déjà à l'époque donnait des instructions à ses ambassadeurs et à ses représentants dans le monde de ne jamais utiliser ce terme. Parce qu'apparemment, ça risquait de se retourner contre et le FPR et le gouvernement américain. C'est à partir de là que je me suis dit, mon Dieu, pourquoi on ne veut pas désigner les choses alors que le FPR, en même temps, prétendait être venu pour arrêter le génocide. Donc, il avait rompu la trêve en avril 1994 pour venir arrêter le génocide, mais il ne voulait pas qu'on dise cela. Et puis après, je suis arrivé à Kigali, je l'ai constaté. Tout simplement parce que les victimes de ce génocide étaient maltraitées, étaient sommées de s'expliquer, d'expliquer, de justifier pourquoi ils n'étaient pas morts. Je veux dire, les Rwandais Tutsis du Rwanda qui avaient échappé au génocide qu'ils avaient suivi d'avril à juillet 1994. Le FPR leur demandait de justifier pourquoi ils n'étaient pas morts.
ne pas mourir en cette période signifiait pour le FPR d'avoir été complice des Interahamwe et de ceux qui ont commis le génocide. Difficile à comprendre, mais malheureusement, on en est là. Aujourd'hui encore, souvent, les rescapés du génocide, bien sûr, ils ont des droits qu'on leur reconnaît quand le président Kagame et son régime le veulent bien. Mais les rescapés Tutsis continuent, à part quelques turiféraires connus, un petit groupe de rescapés Tutsis qui appartiennent au mouvement Ibuka. Sinon, tous les autres sont maltraités, voire assassinés même en ce moment, par centaines. On va en parler à long et en large au cours de cette émission. Mais pour introduire justement cette notion, je voudrais rappeler à nos auditeurs que la date du 7 avril a été désignée par les Nations Unies comme quoi ce sera une date à laquelle le monde entier va réfléchir sur le génocide des Tutsis de 1994. Alors, le gouvernement rwandais, à partir de cette date jusqu'à une semaine après, le gouvernement rwandais a décrété que tout le pays sera donc, en une semaine de remémoration, toutes les activités de jouissance, de sport, de mariage. Je dirais que toutes les activités, les autres activités au pays sont mises en veilleuse et que ce sont seulement les activités de cette, j'allais utiliser un terme anglais, de commémoration de se remémorer des victimes de nos familles qui ont été tuées pendant le génocide des Tutsis. Alors, durant cette semaine, voilà, tout s'arrête et ce sont ces activités et c'est l'objet justement de notre émission de ce soir. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Oui, se remémorer des victimes du génocide des Tutsis, tout le monde, enfin, je ne sais pas, logiquement, tout le monde, tous les Rwandais surtout, qui connaissons le mal du génocide, nous sommes d'accord pour nous remémorer de toutes ces victimes. Mais se remémorer, c'est quoi? Se remémorer, c'est les moments de recueillement. Se remémorer, comme d'habitude, comme on le fait, c'est un moment où il n'y a pas beaucoup de discours. Des recueillements, ça veut dire, même s'il y a discours, c'est un discours qui incite à plus d'humanité. C'est un discours qui incite plus à l'unité. Le recueillement, s'il y a un discours, ça doit être un discours de compassion. Ça devrait être un discours réconciliateur qui nous réconcilie les uns les autres, parce que nous, les Rwandais, avec le génocide, nous avons été vraiment divisés complètement. Le pardon, parmi les activités de toute la semaine de recueillement, c'est le discours du pardon qui devait, disons, prendre le dessus. Bref, toutes les activités devraient être centrées sur l'apaisement des tensions. Voilà, je viens de tracer un cadre dans lequel les activités de cette semaine devraient se placer. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, au-delà de ces
activités qui devraient normalement constituer l'ossature de cette semaine. Notre pays, je vais commencer par une question simple, comme d'ailleurs quelqu'un qui est dans la diplomatie. Notre président, je l'ai vu commencer cette semaine. Normalement, dans la culture rwandaise, on se met autour du feu dans un recueillement de remémoration et tout le monde doit être présent, se soutenir mutuellement. Mais et le chef de la famille, c'est lui qui est le pilier de soutenir la famille, de l'unir dans ces moments difficiles, de réconforter. Mais dès qu'il a ouvert, dès qu'il a inauguré ou commencé cette semaine, il a pris son avion et il est allé dans les réjouissances à Brazzaville, danser le ndombolo ou je ne sais pas, avec son ami Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas contraire à la culture rwandaise, ça. Écoutez, je ne sais pas la culture rwandaise, dans quelle mesure elle concerne Paul Kagame. Hein. Mais déjà, sachez que depuis quelques années, Paul Kagame n'a rien à voir avec ces commémorations du génocide des Tutsis. On l'a vu déjà il y a 2 ans, l'année dernière, pareil. Il fait semblant d'être avec les autres, mais il n'est jamais là. L'année dernière, si mes souvenirs sont bons, il n'avait même jamais prononcé ce terme de génocide des Tutsis. En Kinyarwanda, il avait dit Amahano, point, sans qualifier cela. Moi, j'aimerais bien qu'il soit logique, qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ne parle pas que des victimes Tutsis, parce que c'est ça le problème. Nous avons tous des membres Tutsis de nos familles qui ont été tués. Bien sûr, cela nous a beaucoup affectés, cela nous affecte toujours. Mais il y a aussi des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Hutus, de citoyens Hutus, qui ont été massacrés depuis 1990 par le mouvement que dirigeait Paul Kagame à l'époque. Des centaines de milliers de Hutus qui ont été massacrés par le même mouvement FPR. Dès que le FPR a pris le pouvoir, c'est-à-dire après les massacres de Byumba, Ruhengeri et ailleurs, que nous d'ailleurs, dans notre organisation Mémoire et Justice pour tous, nous qualifions de génocide des Hutus, et nous le disons avec nos collègues des autres organisations avec lesquelles nous travaillons, notamment au sein de Rwanda Bridge Builders, RBB, nous disons qu'il y a eu aussi un génocide contre les Hutus. Kagame peut l'accepter ou pas, mais comme c'est lui qui a malheureusement organisé ce génocide, il ne va jamais l'accepter. Il ne va jamais accepter que la nation ait une pensée aussi pour les Hutus massacrés. Et ça, c'est justement ce que nous appelons l'apartheid. En fait, très peu cas des victimes non Tutsis. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur, diviser la nation rwandaise en deux, c'est-à-dire les victimes, les bonnes victimes Tutsis et les méchants Hutus. Là, je veux donner une mention spéciale à celui qu'on a désigné comme ministre, soi-disant de l'Union, mais que moi j'appelle ministre de la désunion et de l'apartheid mémoriel. Les paroles qu'il a prononcées dans les différentes conférences qui ont précédé la période de commémoration, le discours qu'il a prononcé il y a 2 jours, je pense, devant les ambassadeurs et à toutes les autres occasions, M. Jean Damascène Bizimana a vraiment fait preuve de... on ne sait pas ce qui l'entraîne à se comporter comme ça, mais je le plains. Je le plains parce qu'il a dépassé la ligne rouge de la nation. C'est-à-dire que pour lui, d'ailleurs, il ne s'est pas gêné pour le dire, hein, aussi bien dans la conférence qu'il a tenue à Bruxelles, hein, les Hutus sont tous des méchants, c'est des assassins, c'est de ceci, cela, et un ministère de la haine, comme celui qu'on lui a chargé de diriger, un ministère de la
de la désunion et de l'apartheid, ça va créer beaucoup de problèmes entre les Hutus et les Tutsis. Je ne parle pas des Batouas parce que personne pour l'instant ne les stigmatise. On continue à les oublier, à tout simplement leur renier toute humanité. On les appelle les oubliés de l'histoire, comme s'ils n'avaient pas, eux, le nom, une ethnie à laquelle ils appartenaient, à laquelle ils appartiennent, parce que les Batouas, eux, savent qu'ils sont Batouas. Donc, on continue à les désigner comme les oubliés de l'histoire. Ça fait 28 ans que le FPR est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les Batouas ne continuent pas d'être oubliés par l'histoire? Et donc, cher frère Aloïse, je pense que le régime en place au Rwanda est en train de nous creuser une tombe dans laquelle nous serons tous probablement précipités un jour. La violence, je la vois poindre parce que on joue sur les nerfs des Hutus. On joue sur les nerfs des Tutsis qui ne sont pas du régime. On joue sur les nerfs de tous les voisins de notre pays. Parce que dans tout ça, on peut parler aussi de la déclaration de l'ambassadeur de France. On va peut-être en toucher un mot parce que je l'ai entendu s'exprimer devant ses collègues, ambassadeurs ou autres diplomates. C'est quand même extraordinaire ce qu'un ambassadeur de France peut dire à Kigali. Des mensonges, des contre-vérités. Et pour finir, on se dit, mais il est l'ambassadeur de qui? De la France ou du Rwanda à Kigali? Donc, on va parler de tout ça peut-être parce que vraiment, ça vaut la peine de creuser. Merci, monsieur l'ambassadeur de Jean-Marie Vianney. On va en parler justement à long et à large parce que ça mérite, ça le mérite de s'y attarder. Vous dites que justement le président Kagame ne s'est jamais occupé de ces victimes Tutsis, du moins en réalité. Ce n'est que quelques apparences et tout ça. Mais s'il ne s'occupe pas des victimes Tutsis ou alors des rescapés Tutsis pour les réconforter, alors on se dit que pour les Hutus, il ne peut même pas y penser. D'ailleurs, dans son discours, quand il a inauguré justement cette semaine pour le recueillement des victimes des Tutsis morts pendant le génocide, il a clairement dit que voilà, ce sont ceux-là qui ont tué les Tutsis, nous avions des armes et malheureusement, bon, il n'a pas dit malheureusement, mais il a dit, voilà, nous n'avons pas, on ne sait pas, donc nous n'avons pas pris de notre revanche. On ne les a pas, disons, vengés. Il n'y a pas eu de vengeance. Mais quand on voit la réalité, est-ce que l'OFP ne s'est pas vengé, n'a pas vengé les Tutsis réellement? Est-ce qu'enfin même le génocide de l'OFPR, comment est-ce qu'il a traité les Hutus? Alors on se dit, mais notre président, où est-ce qu'il se situe réellement? Il est avec qui réellement? En tout cas, vous qui analysez beaucoup les situations de mémoire, de victimes, je ne sais pas réellement où on peut placer notre président parce que il est nulle part. Les raisons, je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est la culpabilité qui le ronge parce que il n'est pas tout blanc, tout net dans tout cela, dans toute l'histoire
malheureuse de notre pays. Alors, comment vous analysez justement cette situation où il ment, hein, il dit qu'ils ne se sont pas vengés des Hutus, alors que il y a les images, il y a les faits. Comme il le dit, les faits sont têtus, mais il fait semblant. Il fait semblant comme si rien ne s'est passé et le monde ne sait rien. C'est bizarre, ça. Non, ce n'est pas bizarre du tout, à mon avis, parce que Kagame, effectivement, et le FPR ne se sont pas vengés contre les Hutus. Ils n'avaient pas de raison de se venger contre les Hutus parce que, rappelez-vous, le FPR a commencé à massacrer les Hutus depuis 1990. Alors, il vengeait qui en ce moment-là? Il vengeait qui? Il avait plutôt, Kagame et son groupe, ils avaient mis en place un programme. Ça, je tire les différents témoignages de plusieurs officiers du Front patriotique rwandais Tutsi, qui étaient dans le commandement, dans le haut commandement du FPR, qui nous ont dit comment et pourquoi Kagame avait organisé un pogrom progressif pour tuer le plus de Hutus possible. Ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui a commencé dès que le FPR a mis les pieds au Rwanda, surtout après son retour en janvier 91. Parce que rappelez-vous, en 90, ils ont attaqué, ils pensaient prendre Kigali très très vite. Le Rwanda s'est fait aider par certains pays pour repousser le FPR. En ce moment-là, déjà, ils avaient massacré plein de Hutus. Mais quand ils sont revenus pour la deuxième phase de la guerre, que Policy Denis avait appelé la guérilla, eh bien, ils ont mis en place un système, un programme d'élimination systématique des populations Hutus du Nord. Là, c'est-à-dire le territoire que le FPR occupait. Donc, je considère que ce n'était pas de la vengeance. C'était une politique bien délibérée de réduire le nombre des Hutus systématiquement dans la mesure de leurs possibilités. Quand Kagame dit qu'il n'a pas eu les moyens de tuer tous les Hutus, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il avait en même temps l'armée rwandaise qui lui résistait. Donc, il n'aurait pas pu exécuter son plan de génocide, système. Il n'a pas tué tous les Hutus. En plus, rappelez-vous, les populations Hutus ont tout compris. Elles ont fui Byumba dès le départ pour venir à Kigali, pour se réfugier à Nyakyonga et dans d'autres quartiers de la capitale. Mais derrière, le FPR continuait à éliminer systématiquement la nuit, le jour. Moi, je n'appelle pas cela vengeance, pas du tout. Et même après 1994, ce n'était pas de la vengeance. Je pense que la plupart de ceux qui ont massacré les Tutsis ont fui le Rwanda en juillet 1994. Ceux qui sont restés, c'est vraiment les braves gens qui n'avaient pas participé au massacre et qui se disaient, mais je n'ai pas participé au massacre, pourquoi je fuirais le pays? Pourquoi je partirais avec probablement ceux qui ont commis ce génocide? Je ne veux pas dire que tous ceux qui ont fui le Rwanda étaient des génocidaires, pas du tout. Mais la peur et puis la volonté de survivre à cette hécatombe, bien sûr. Et donc le FPR, en continuant à massacrer les Hutus, à Kibero, à Kibungo, à Butare, à Kigali rural et à Kigali ville, Gitarama, systématiquement. Ceux qui écoutent cette émission, les non-rwandais en tout cas, ou ceux qui ne sont pas au fait de l'histoire du Rwanda de cette période, doivent savoir que le FPR n'a jamais arrêté l'élimination systématique des populations Hutus. Il est vrai qu'ils étaient plusieurs millions et donc le FPR n'a pas pu les éliminer tous, mais c'était systématique. Des rapports sont sortis. Moi, le premier rapport que j'ai vu, que les Nations Unies m'ont remis en septembre 1994,
ce n'était pas un rapport parlant de vengeance. C'était un rapport parlant de génocide des populations hutus, désignant les lieux, désignant les troupes du FPR qui exécutaient ce macabre exercice et désignant, en fait, donnant le nombre des victimes déjà en septembre 1994, c'est-à-dire 2 mois après la fin du génocide des Tutsis. Ce n'était pas des actes de vengeance, c'était une volonté délibérée de tuer les Hutus, le maximum de Hutus possible, pour mettre en place un système dominé par les Tutsis. Les Tutsis, choisis par Kagame, parce que je dis encore, nos parents qui ont perdu les membres de nos familles, les Tutsis, les petits Tutsis, à gauche, à droite, eh bien, ils n'ont rien gagné du tout du système du FPR. Ils sont là à pleurer les leurs, bien sûr, une fois par an, et après, on les oublie. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des aides à travers des fonds comme le FARGE, mais une fois encore, et j'ai déjà proposé qu'on y revienne en particulier, peut-être quelque temps après la période du deuil. Hein. Mais moi, j'ai fait une recherche assez approfondie et j'ai découvert que les fonds comme le FARGE et d'autres qui étaient destinés aux veuves, comme l'association Avega, le FARGE, qui donnait des bourses d'études aux enfants rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda, eh bien, ceux qui en ont profité largement, ce sont les Tutsis qui venaient d'Ouganda, du Burundi et de la RDC, mais surtout d'Ouganda. Très vite, ils ont mis en place des lois pour faire croire que le génocide avait commencé le 1er octobre 1990, y compris la constitution rwandaise, que le FPR a introduite dans la constitution de la République rwandaise, qui a été modifiée en 2015, hein, parce que nous commencions déjà à en parler. Dans cette constitution, à l'article 14, on disait encore que le génocide des Tutsis avait commencé le 1er octobre 1990. Est-ce que les Tutsis du Rwanda peuvent me dire, confirmer vraiment qu'il y a eu un génocide au Rwanda en octobre 1990? C'était juste une sorte de subterfuge pour permettre à tous ceux, y compris les militaires du FPR d'ailleurs, tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire national dès octobre 1990, de bénéficier de ces aides, sans plus. Et je crois que d'ailleurs, c'est pourquoi, c'est une des raisons, le gouvernement a supprimé les différentes institutions qui avaient été mises en place, CNLG, FARGE, modification, amendement et les autres, pour créer ce fameux ministère, soi-disant de l'unité nationale, mais qui n'en est pas un. Tout ça pour essayer de masquer les opérations inexplicables, hein, parce que le génocide, qui l'a subi? Mais surtout l'action d'abattre l'avion du président, je pense. Hein. Parce que le fait d'abattre l'avion du président a déclenché le génocide. Alors, le fait de placer le début du génocide très loin avant, je pense que, surtout que le FPR était le premier suspect de celui qui a abattu le président. Alors, c'était pour un peu brouiller les pistes qui ramenaient justement au FPR dans cet acte qui a déclenché le génocide. Oui, on peut dire que c'est une des raisons, mais en fait, quand vous allez plus en profondeur, si vous discutez avec les gens qui faisaient partie dès le départ de l'association Ibuka, ils vont vous dire que ce n'était pas la cause. La cause, c'était pour permettre au FPR de mettre la main, de faire main basse sur les fonds destinés aux rescapés Tutsis du génocide. C'est tout. C'est pourquoi ils ont dit, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, décidons à partir d'aujourd'hui que le génocide a commencé le 1er octobre. Ainsi, on pourra justifier que nos familles, que nos militaires, parce que les militaires de FPR étaient aidés dans le cadre du FARGE. Les veuves des militaires morts à la guerre, elles ont été prises en charge par les fonds destinés à la Vega, ce qui n'est pas acceptable. Les militaires du FPR
n'étaient pas victimes du génocide des Tutsis. Je suis désolé. Et puis, en 2015, puisque nous avions commencé à dénoncer cette affaire-là, ce tripatouillage constitutionnel, et la loi sur le CNLG disait la même chose. 1er octobre 90. Les lois sur le négationnisme, la même chose. D'ailleurs, j'imagine que celle-là n'a pas encore été modifiée, hein, parce qu'il y a des rémanences de cette ancienne constitution qui se sont maintenues dans les lois sur le négationnisme et sur le génocide en général. Tout ça montre que le FPR n'avait cure des victimes tutsis du génocide. Ils ont été proprement, réellement, les Tutsis du Rwanda ont été, eh bien, le FPR a beaucoup profité de nos parents. En fait, nos parents victimes de ce génocide ont été transformés en rente financière par Paul Kagame et les siens. Je le dis sérieusement, je peux le répéter, et je suis prêt à en répondre si jamais on me questionnait là-dessus. Ce n'est pas du négationnisme, c'est une vérité. Bien, ambassadeur Ndegijima, Jean-Marie Vianney, essayons d'avancer plus vite parce que le temps n'est pas indéfini, et parler justement de la gestion de cet après-génocide, de la gestion de l'après-génocide où, comme pendant des semaines de recueillement qui ont lieu chaque année, où le discours, les activités qui doivent être tout au long de cette semaine n'ont jamais été des activités d'apaisement des tensions. Vos associations l'ont décrié tout le temps, mais ça continue, rien n'a changé. Même cette année-ci, vous avez suivi les discours pendant le début, l'inauguration de cette semaine sur la radio Rwanda, sur les réseaux sociaux. Comment trouvez-vous justement ces activités par rapport à l'objectif? Parce qu'ils disent que l'objectif durant cette semaine, c'est de se remémorer des victimes en se reconstruisant. Est-ce qu'ils se reconstruisent physiquement, moralement, ces activités? Est-ce qu'ils reconstruisent vraiment les rescapés? Est-ce qu'ils reconstruisent vraiment le pays, l'unité, la réconciliation? Parlez-nous-en, ambassadeur Ndegijima Jean-Marie Vianney. Écoutez, reconstruire peut-être, je ne sais pas, mais je ne vois pas dans quelle mesure ils reconstruisent les rescapés du génocide. Lorsque certains d'entre eux, qui ont joué un grand rôle d'ailleurs dans la guerre du FPR, se sont vus assassinés parce que le FPR avait besoin de leur extorquer leurs biens. Je ne vois pas dans quelle mesure les rescapés du FPR, plutôt du génocide, se reconstruisent sous des bombes de haine, en fait. Vous savez, lorsqu'on dit que les Tutsis et les Hutus du Rwanda se sont réconciliés, mais que rien ne pointe à l'horizon qui prouverait que cela est vrai, lorsque pendant la période de commémoration, les Hutus sont obligés de prendre un profil bas et de se cacher à la limite, certains même d'émigrer pendant quelque temps pour revenir après le mois de juin, ces commémorations en elles-mêmes, pourquoi pas, mais je pense qu'elles engendrent des sentiments de jalousie tout à fait légitimes et justifiés. Parce que les Hutus qui, eux, ont perdu les membres de leur famille, comment voulez-vous qu'ils réagissent devant ce torrent d'insultes, de haine,
eh bien, de clichés qu'on fait circuler sur les chaînes de télévision, dans les mass médias, plutôt dans les, ouais, c'est ça, social media, dans les médias sociaux. Pourquoi pensez-vous que certains ont été obligés pratiquement de s'exiler intérieurement, c'est-à-dire d'être absents pendant toute cette période? Vérifiez, même les jeunes qui tenaient des chaînes YouTube, certains se sont tus pendant cette période parce qu'ils n'ont plus rien à dire, parce qu'ils se disent, mais est-ce que nous, on est des citoyens ou alors des citoyens de seconde zone? Même pas. Donc, moi, je pense que ça ne reconstruit personne. C'est vrai que ça renforce le régime du FPR, mais dans la haine et dans la rancœur des populations rwandaises. Beaucoup de Tutsis ne sont pas d'accord avec le système FPR, ne sont pas d'accord avec ces discriminations mémorielles. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils savent qu'à la moindre parole, ça leur coûte très cher. Il y a le chanteur Kizito Mihigo qui a exprimé ce qu'il pense à propos justement de cette attitude du FPR, et il en est mort. Hein. Il a parlé de réconcilier les Rwandais, de considérer toutes les victimes, de considérer tous les rescapés, quelles que soient les ethnies, et il en est mort. Il en est mort, il a été tué pour cela. Vous savez, avant même qu'il ne soit, entre guillemets, pardonné par le chef de l'État, moi, je lui ai parlé à plusieurs reprises quand il était en prison. Et il m'a dit effectivement que le colonel, celui qu'on appelle l'empoisonneur public numéro 1, Dan Munyuza. Oui. Dan Munyuza l'a vu. Il a d'abord envoyé un autre officier supérieur pour lui parler, et puis le directeur de la prison. Et puis Dan Munyuza lui-même l'a vu. Et il lui a dit, Kizito, tu vas sortir, puisque tu as demandé finalement pardon. Enfin, pardon, tu as demandé. Mais si jamais tu parles encore, tu utilises encore le mot réconciliation, tu vas retourner en prison et peut-être tu auras autre chose. Kizito m'a dit ça avant même la sortie de prison. Je savais qu'il allait se taire, qu'il n'allait pas continuer sa mission de réconciliateur. Eh bien, voilà ce qu'on peut apprendre aux jeunes. Kizito était très jeune. Hein. Kizito était un jeune homme qui avait à peine l'âge du Christ lorsqu'il a été tué aussi. J'aime souvent utiliser l'âge du Christ parce que c'est un âge de maturité et où quelqu'un commence à devenir grand et les gens le tuent, le sanctionnent. Kizito a été tué pour ça parce qu'il a dit réconcilions-nous. La mémoire devrait être une propriété nationale. Et effectivement, prenons l'exemple, par exemple, l'exemple de l'Holocauste, du génocide des Juifs en France. Ce n'est pas une propriété des Juifs de France. Hein. Tous les Français ont les mêmes droits à côté, disons, face à ce génocide. Personne ne peut se prévaloir d'en être le propriétaire ou le titulaire. Non. Au Rwanda, en revanche, il y a une partie de la population qui montre à l'autre que le génocide, c'est sa propriété. À un moment donné, on se dit, mais on dirait qu'ils sont fiers d'avoir été génocidés. C'est incroyable. Quand certains parlent du génocide, c'est comme si c'était un avantage, un privilège. Il faut qu'on cesse de conduire le peuple rwandais à ses extrémités parce qu'on donne des petits avantages rescapés, penser que d'avoir perdu des membres de sa famille, c'est un privilège. Non. Ce régime-là, le régime du FPR, dans notre manifeste contre l'apartheid de Rwanda, nous avons dit que le FPR est en train de semer partout des mines, des bombes, et que les Rwandais allaient exploser avec. D'ici quelques temps. Vous pensez qu'il utilise justement le génocide pour ses intérêts propres? Je parle du FPR. Pour ses intérêts propres, parce qu'il sait que
le jour où les Hutus et les Tutsis du Rwanda seront vraiment réconciliés, et si on les avait laissés tranquillement, ils auraient pu, s'ils avaient eu tous le temps de réfléchir sur ce qui leur est arrivé. Les Hutus massacrés par le FPR et par d'autres Hutus par moment, les Tutsis sur le génocide qu'ils ont subi. Si on avait laissé les Rwandais, qui se trouvaient à l'intérieur du pays, et exerçaient à leur façon le devoir de mémoire, je suis sûr que la réconciliation serait effectivement loin, qu'on aurait avancé de ce côté-là. Mais Kagame et son régime font tout pour éviter justement cette unité entre les Rwandais, surtout les Rwandais de l'intérieur. On dit que ce n'est pas bien de le dire, mais je crois qu'il est important de dire que ceux qui ont été massacrés, soit du côté Hutu, soit du côté Tutsi, ils ont plus de choses à partager qu'un Tutsi de Bugarama avec un autre Tutsi venu de Nyakival. Moi, je crois à ça. Les sentiments, c'est aussi ça, c'est aussi ce qu'on porte avec soi. C'est l'héritage de toute une vie. Deux voisins qui étaient ensemble avant, pendant le génocide et après. Je ne parle pas des assassins, bien sûr. Les assassins, eux, ils n'avaient de... Ce qu'ils voulaient, c'était d'achever leur tâche. Mais les autres qui n'ont pas participé, et c'est probablement 90% de la population, même plus, si on les avait laissés se mettre ensemble pour combattre ce malheur, pour mener ensemble, cheminer ensemble vers la réconciliation, dans l'unité et dans l'égalité, parce que dès le départ, le FPR a décrété que les Hutus n'avaient aucun droit et que les Tutsis avaient des droits, et aussi quels Tutsis? Les Tutsis qui étaient les serviteurs de Paul Kagame. Moi, je pense que ça a été fait exprès. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est délibéré. C'est délibéré. Justement, en parlant d'utilisation du génocide pour ses intérêts propres, ce n'est pas seulement les intérêts intérieurs, mais aussi les intérêts extérieurs. Parce que vous qui êtes spécialiste de la diplomatie, justement, le FPR, par exemple, a réuni, c'était hier le 11, les diplomates et les hauts fonctionnaires du pays, surtout les diplomates accrédités à Kigali, pour justement leur faire des demandes pour d'abord les culpabiliser, parce que je parle, j'ai le discours ici des officiels, les culpabiliser et puis leur faire des demandes. Et parmi les diplomates qui ont pris la parole, vous en avez parlé tout à l'heure, l'ambassadeur de France à Kigali, il s'est fait remarquer par son discours, d'ailleurs dont je vais passer l'extrait, hein, c'est quelques secondes, c'est très court, et comme ça, vous allez nous parler de vos impressions à propos de ce discours de M. Antoine Anfray, ambassadeur de France justement à Kigali. Voyons ce petit extrait, c'est très court, c'est quelques secondes. So it's clear that France and the international community, but France first, allowed a genocide that was preventable. It became obvious that France could not go on in that denial. We all know what happened here. Je vais repasser le petit, parce que c'est court et c'est rapide, je vais essayer de repasser encore un peu cette vidéo. So it's clear that France and the international community, but France first, allowed a genocide that was preventable.
it became obvious that France could not go on in that denial. We all know what happened here. Voilà, c'est donc l'ambassadeur de France à Kigali, Monsieur Antoine Anfray, qui parlait hier devant les autorités de Kigali. C'était après que les autorités de Kigali aussi avaient utilisé ce génocide comme un acte ou un instrument de culpabilisation de ces diplomates de l'opinion internationale. Et M. Antoine Anfray, bon, il ne s'est pas tué. Lui, il a reconnu que la France, son pays, a autorisé, c'est le mot, hein, la France a autorisé le génocide. C'est une auto-accusation très difficile et très grave, ambassadeur de Jean-Marie Vianney. Alors, vous avez passé un petit extrait, mais en fait, il a dit plus, hein, parce que il a d'abord raconté qu'étant diplomate à Kampala avant la guerre même, ou après le déclenchement de la guerre, je ne sais plus, qu'il avait tout compris, qu'il avait compris qu'au Rwanda, il allait se passer un génocide. Anfray, que j'ai connu jeune rédacteur au ministère des Affaires étrangères, avec qui j'ai souvent échangé, et qui ne m'a jamais parlé de ce génocide potentiel, il dit qu'il avait tout compris dès le départ. Il ajoute même, en citant, alors là, c'est très peu diplomatique ce qu'il a fait, parce qu'il a cité d'autres pays. Il a condamné la Belgique et le Zaïre, bien sûr, la France aussi. Et il les a cités nommément. Les trois pays qui ont autorisé le génocide, c'est le Zaïre de Mobutu, la Belgique et la France. Parce que ces pays sont venus au secours. Principalement la France. Principalement la France. Et je ne sais pas sur quoi il dit principalement. Parce que les soldats français ne se sont jamais battus aux côtés des militaires rwandais, alors que le Zaïre, par exemple, a envoyé des commandos qui se sont battus avec l'armée rwandaise et qui ont notamment aidé à faire reculer le FPR jusqu'à ce qu'il retourne en Ouganda. Vous comprenez? Je me suis dit, mais M. Antoine Anfray, il n'est plus ambassadeur de France. Il parle comme s'il était l'adjoint de Damascène, Jean Damascène et Bizimana. Et donc, il va même au-delà de ce que des chercheurs du rapport du Clerc, que je ne cautionne pas personnellement, parce qu'il est plein d'erreurs et de mensonges et d'inexactitudes historiques. Donc lui, Antoine Anfray, il va plus loin, il accuse son pays, la France, d'avoir autorisé, comme si le Rwanda n'était pas un pays souverain. Le Rwanda avait le droit de demander une aide à qui il voulait. D'ailleurs, certains ont envoyé des troupes, mais d'autres ont continué à armer l'armée rwandaise. Ce qui est tout à fait normal. Sauf que Antoine Anfray, à Kampala, tout le monde le sait, les diplomates rwandais à Kampala le savaient. Effectivement, Antoine Anfray vivait dans les milieux très proches du FPR. Je ne vais pas parler de sa vie privée en ce moment-là, mais ceci peut expliquer cela. Donc, Antoine Anfray est très proche du FPR. Aujourd'hui, il s'exprime comme un militant du FPR, alors qu'il est ambassadeur de France à Kigali. On lui demande de condamner son pays au profit du FPR. Et cela est très grave, je trouve. Excusez-moi de vous interrompre, ambassadeur de Guimard, Jean-Marie Vianney. Vous avez suivi quand même tout ce qui était autour de la diplomatie pendant les négociations d'Arusha. J'avais espéré que l'ambassadeur Antoine Anfray puisse au moins penser aux efforts. Hein? Vous les connaissez certainement. Les efforts de la France, les budgets que la France a mis
dans la réconciliation et les négociations d'Arusha pour que justement les Rwandais qui étaient réfugiés rentrent paisiblement au pays, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils soient bien intégrés et que le pays et les Rwandais vivent en paix. Ces efforts, moi-même qui étais loin de ces négociations, loin de ces... Ce sont des connaissances que j'ai, moi. Et je ne suis pas ambassadeur. Je ne suis pas ambassadeur de France au Rwanda. Lui qui était en ce moment-là dans la diplomatie, comme vous venez de le dire, même jeune, il le saurait. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Parce que justement, il est mu par des sentiments militants. Il se comporte comme un militant. Je vous ai dit, et les auditeurs doivent comprendre qu'il y a des renseignements qui peuvent durer 30 ans, mais qui restent vrais. Déjà à l'époque, lorsqu'il était rédacteur au ministère des Affaires étrangères, tout jeune diplomate, Antoine Onfray était très proche du Front patriotique rwandais. Nous le savions. On le signalait de temps en temps à ses collègues. Et les gens disaient, on le surveille, on le surveille. Antoine Onfray, ne parlons pas du passé, parlons de ce qu'il a dit. C'était hier ou l'avant-veille. Antoine Onfray est allé trop loin. Il a accusé son pays, la France, d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 et même, prétend-il, que dans sa tête, ce génocide était déjà en préparation lorsque lui, Antoine Onfray, était jeune diplomate à l'ambassade de France à Kampala. Il n'a pas dit un seul mot sur les exactions du Front patriotique rwandais et de cette guerre, les malheurs que la guerre du FPR a causé à notre pays. Pas un mot. Il n'a pas dit un seul mot sur l'apport ou sur le soutien apporté à Kagame par les puissances occidentales, notamment anglophones, par l'Ouganda principalement, parce qu'il était diplomate à Kampala. Pas un mot. Et donc, si je comprends bien, Antoine Onfray était au courant du projet d'agression du Rwanda. Quand je l'écoute, parce qu'il annonce qu'étant au contact avec les réfugiés rwandais en Ouganda, il était parvenu à comprendre leur ressentiment, leur volonté de rentrer dans leur pays, mais que le gouvernement de Habyarimana, d'ailleurs, il a précisé, était réticent à les laisser rentrer dans leur pays. Il s'est vraiment comporté, il a utilisé les mêmes expressions que Tito Rutaremara, que Kagame et les autres. C'est grave. C'est grave. Et nous, Français de France, plutôt ressortissants rwandais de France, ou Français franco-rwandais, nous avons quand même des intérêts dans l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide, l'histoire du génocide et de la période qui a précédé le génocide. En d'autres mots, nous avons eu l'impression qu'un ambassadeur comme Antoine Onfray, il laisse passer tout. D'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer à propos des crimes que le FPR continue à commettre, à propos de l'emprisonnement de ces jeunes journalistes, la dizaine de journalistes qui ont été ramassés tout d'un coup et qui sont en train qui sont en prison pour rien. L'ambassadeur Onfray est un des rares diplomates à Kigali qui ne s'exprime jamais sur ça. Pour lui, ce n'est que justice que le FPR tue les Rwandais, ce n'est que justice que le FPR emprisonne qui il veut, ce n'est que justice que le FPR fasse la guerre à ses voisins. Un ambassadeur qui s'exprime comme ça, comment voulez-vous que par rapport, par exemple, à la situation de l'Est de la RDC, comment voulez-vous qu'il aille, qu'il ose poser des questions au gouvernement rwandais sur ces émissions dans les guerres de RDC?
alors que c'est quand même l'ambassadeur d'une puissance européenne. La France, c'est la puissance militaire européenne, de l'Union européenne en tout cas, c'est la première puissance militaire. Vous pensez que l'Union européenne doit laisser passer, doit observer la guerre au Congo, en sachant que c'est le régime de Paul Kagame qui est à la base de toutes ces guerres, de toutes ces morts. Vous pensez que l'ambassadeur en frais va un jour accepter de soutenir le docteur Mukwege ou de dénoncer tout simplement les crimes commis par le FPR en République démocratique du Congo? Jamais. Avec des déclarations comme celle d'hier ou d'avant-hier, l'ambassadeur Antoine Afray continuera sur sa lancée, ou alors il est soumis à un chantage que nous ne pouvons pas savoir. Ce n'est pas possible qu'un ambassadeur parle comme ça. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, ambassadeur Agijima Jean-Marie Vianney, je peux comprendre, qu'il ne parle pas des droits de l'homme, qu'il n'ait pas d'exigence de rigueur dans le respect des droits de l'homme de la part du pays où il est accrédité. Bon, ça c'est... Mais qu'il charge son pays, son propre pays qu'il a envoyé, que son propre pays a autorisé le génocide, je pense que ça ne doit pas s'arrêter par là. Il devait y avoir, il devait contribuer à ce que son propre pays soit puni, soit jugé pour ça. Je pense. En tout cas, c'est ma logique que nous, les Rwandais, le malheur qui s'est abattu sur nous ait été autorisé par un pays comme la France, nous ne pouvons pas l'accepter. Et lui, qui l'affirme devant caméra, je pense qu'il devait aller plus loin aussi et, disons, si porter plainte contre son pays ou faire quelque chose en tout cas. Ça ne peut pas s'arrêter par là, devant une telle accusation. Enfin, eh bien, vous soulevez là une question tout à fait légitime et qui pourrait peut-être inspirer beaucoup de victimes des pogroms et des massacres qui se sont commis sur notre territoire. Si la France, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadeur de France au Rwanda, si la France a collaboré, a autorisé ensuite, a observé le génocide sans rien faire, qu'est-ce qui empêche nos compatriotes de France de porter plainte contre ce pays qui nous a pourtant reçus? Là, je crois qu'on serait dans d'autres dimensions où la France serait complice du génocide. Pas seulement du génocide, mais de tout ce qui s'est passé pendant la même période. Mm-hmm. Il faudrait vraiment que l'ambassadeur en frais prenne ses responsabilités, qu'il aille jusqu'au bout, comme vous le dites, qu'il dise oui, voilà, je sais des choses que le président Macron ne sait pas. Parce que le président Macron n'a jamais prononcé les phrases d'Antoine Afray. C'est vrai que même le rapport du clerc... Mettez-vous à la place du ministre des Affaires étrangères qu'il a envoyé, qu'il a accrédité à Kigali. Non, si j'étais à la place du ministre Jean-Yves Le Drian, tout simplement, je rappellerais immédiatement l'ambassadeur Antoine Afray. C'est une situation tellement grave. On ne va pas accuser la France. Nous savons tous que la France a tout fait justement pour qu'il n'y ait pas le génocide. Enfin, le génocide, en ce moment-là, on ne parlait même pas de génocide. La France a tout fait pour que la guerre s'arrête. La France a tout fait avec certains pays, comme la Tanzanie. Contrairement à ce que certains prétendent, la Tanzanie a tout fait, elle s'est investie dans le processus de paix au Rwanda. Des erreurs peuvent exister, mais il ne faut pas qu'on aille accuser tous ceux qui, comme par hasard, ont apporté leur contribution pour arrêter la guerre et pour rapprocher les Rwandais, c'est ceux-là qui sont mis en cause. Eh bien, moi, je crois que l'ambassadeur Afray doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Peut-être que le ministre Jean-Yves Le Drian n'a pas entendu ça, n'a pas suivi.
Eh bien, nous qui sommes franco-rwandais, qui avons intérêt à ce que nos pays, la France et le Rwanda, vivent en paix, qu'on mette fin à tous ces anathèmes et ces mensonges grossiers qui font croire que la France aurait participé à ce génocide ou qu'elle aurait autorisé, pour ne pas dire que la France a donné l'ordre aux Interahamwe de massacrer les Tutsis, c'est un peu ça. Eh bien, nous allons tout faire pour que les supérieurs d'Antoine Enfray le sachent. Peut-être qu'ils le savent, hein, je ne sais pas. Eh bien, s'ils le savent et si c'est ce qu'ils pensent vraiment, qu'ils nous le disent. Parce que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Si la France a contribué à nos malheurs, nous devons lui dire des choses. Pas seulement d'ailleurs les Rwandais de France ou les Franco-Rwandais. Les Rwandais qui sont en Belgique, vous tous qui avez perdu vos familles. Et tout d'un coup, vous apprenez que la France y était pour quelque chose. Qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise et que la France paye si ce que Antoine Enfray a dit et se vérifier. La France doit être en mesure de faire face à ses responsabilités. Et moi, je dis que non. D'assumer ses responsabilités. Ça, c'est vrai. Hein, ah oui. Parce que il va même plus loin. Il dit que le génocide n'aurait pas eu lieu s'il ne l'avait pas autorisé. Parce qu'il dit on pouvait prévenir le génocide. La France avait le pouvoir et la communauté internationale, ils avaient le pouvoir de prévenir le génocide. Mais au lieu de le prévenir, ils l'ont autorisé. C'est clair dans ses propos. En tout cas, ça me donne l'idée de repasser le petit extrait parce que... Alors, il y a peut-être un extrait plus explicite. Hein. Peut-être que la prochaine fois, puisqu'on aura plus de temps, on va en parler. Ce ne sera pas un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui mérite d'être vraiment approfondi. En fait, il accuse la France, la Belgique et le Zaïre d'avoir autorisé le génocide en soutenant l'armée rwandaise en octobre 90. Mais je ne comprends pas. L'ambassadeur Enfray est quelqu'un d'intelligent, normalement. Comment il va faire ce lien? Et puis, vous avez suivi son body language. Comment il était? Il était comme si c'était un accusé. Il se retournait. On se dit, mais quelle pression Kigali a pu mettre sur l'ambassadeur Antoine Enfray pour qu'il s'autorise à dire ce genre de choses. Nous devons pouvoir nous adresser à l'ambassadeur Enfray et aussi à ses supérieurs. C'est une évidence. So it's clear that France and the international community, but France first allowed a genocide that was preventable. It became obvious that France could not go on in that denial. We all know what happened here. Voilà, donc ils avaient le moyen de prévenir le génocide. Ils avaient les moyens. Il affirme. C'est terrible, hein, c'est terrible. C'est pas moins grave que de l'avoir autorisé. Donc, d'ailleurs, c'est dans la logique même. Si on n'a pas voulu, alors qu'on avait les moyens de prévenir ce génocide, c'est normal qu'on l'a autorisé par après. Je ne sais pas. Je ne suis pas diplomate. Non, mais lui, justement, il donne l'impression de ne pas être un diplomate au service de son pays. Il oublie, volontairement sans doute, mais aussi et surtout parce qu'il parle comme un militant du FPR qui veut défendre absolument les positions de Paul Kagame sur ce dossier. Il oublie que depuis 1975, il y avait un accord de coopération militaire entre le Rwanda et la France, qu'il en existait un avec la Belgique, qu'il en existait un avec le Zaïre de Mobutu et avec d'autres. Si les trois ont décidé de venir au Rwanda, honnêtement, est-ce qu'ils auraient dû consulter
le jeune diplomate qui s'appelait Antoine Enfray, qui était à Kampala. Vraiment, il pense que lui, Antoine Enfray, disposait de plus d'informations que le président Mitterrand, que tous les conseils militaires du président Mitterrand, que l'ambassadeur de France à Kigali à l'époque. Au nom de quoi il peut se prétendre mieux informé que toute la République française? Que la France a autorisé un génocide au Rwanda. C'est très, très grave. Là, je parle en tant que Français, mais aussi en tant que Rwandais. Parce que, en plus, j'étais à Paris. Je sais ce qui se passait. La France a fait une pression parfois insupportable sur le régime du président Abiyarimana. J'utilise le régime. La France a fait une pression énorme sur le président Abiyarimana. Un, pour qu'il procède à l'ouverture politique avec la conférence de la Baule. Ce n'est pas Antoine Enfray qui a suggéré au président Abiyarimana d'accepter le multipartisme. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des ratés dans le processus de rapatriement des réfugiés rwandais, oui. Mais au moment où la guerre a commencé, là aussi, Antoine Enfray fait semblant de ne pas le savoir ou de l'oublier. Au moment où la guerre a commencé, précisément, le Rwanda avait accepté de rapatrier ses réfugiés, notamment et prioritairement ceux d'Ouganda. C'est pour tuer dans l'œuf le projet, le programme de rapatriement des réfugiés rwandais en Ouganda et ailleurs, que la guerre a été lancée. Tout ça est connu aussi. Aussi, on demandait aujourd'hui au président Museveni, et je suis sûr qu'il confirmerait ce que je dis. Mais les réfugiés rwandais qu'il avait installés au pouvoir à Kampala lui ont dit Afandi, si on rentre comme ça les mains vides, on ne pourra pas participer au pouvoir dans notre pays. Donc, on va prendre le pouvoir. Il a dit, OK, les petits, allez-y. Et ça a entraîné un génocide, effectivement. 2 génocides. C'était un gros dossier. Personnellement, j'étais surpris comme journaliste de la façon dont l'ambassadeur Antoine Enfray a pris position de façon fanatique ou je ne sais pas, très légèrement en tout cas, même pour nous qui ne sommes pas diplomates. Le dossier, comme quoi son pays a fait ceci, comme quoi, donc des clichés, sachant, parce qu'il le sait, tout ce qui s'est passé. C'est un gros dossier, si vous me le permettez, excusez-moi, vous me le permettez, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, on va aller vers la clôture de notre émission ici, mais permettez-moi vraiment qu'on va revenir sur ce dossier. C'est un dossier que vous avez suivi. La période dont nous parlons, vous étiez ambassadeur rwandais en France. Et toutes ces tractations, tous les efforts que la France faisait pour aider le Rwanda, vous y êtes pour quelque chose et vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Alors que ambassadeur Antoine Enfray dit des choses comme ce qu'il a dit, et je pense que ça implique, ça a beaucoup d'implications. Ça, c'est un. Et puis 2, ça, il doit y avoir des responsabilités par après. Ce sont c'est quelque chose de logique. Alors, on y reviendra, mais pour conclure aujourd'hui, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je voudrais que vous faites une petite conclusion sur le génocide, comment il est utilisé au Rwanda et à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, nous les Rwandais, quels conseils pouvez-vous nous donner? Parce que je vous dis qu'on est perdu. Les Rwandais sont perdus parce que quand ils voient l'attitude de leur président, quand ils voient surtout les rescapés de tous bords,
quand ils voient comment ils sont négligés au lieu d'être réconfortés, je dis que les Rwandais nous sommes perdus. Quelle conclusion pouvez-vous faire, ambassadeur Ndegijimana Jean-Marie Vianney? Merci beaucoup, mon frère Aloïs. Excusez-moi, ma voix continue à affaiblir, mais je tiendrai le coup jusqu'à la fin. Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes Tutsis qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler, que les victimes Tutsis, nos parents, ne doivent pas servir pour maintenir un régime de terreur en place, que les victimes Tutsis ne doivent pas être instrumentalisées, que leurs familles ne doivent pas être instrumentalisées pour que Kagame se maintienne au pouvoir, en traitant tous les Hutus globalement de génocidaires. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Et quand ce n'est pas Kagame qui le dit, ce sont ses ministres, Bizimana et consorts. Donc cette instrumentalisation doit finir. Le régime de Kigali est en train de tout faire pour que les Hutus et les Tutsis ne s'entendent pas. Et enfin, je veux dire à mes compatriotes Hutus qu'ils ne se découragent pas. Ils savent bien, tout le monde sait bien, que tous les Hutus n'ont pas participé au génocide des Tutsis. Ils savent aussi qu'en revanche, la communauté Hutu a subi un génocide depuis 1990. Personnellement, je l'ai dit depuis longtemps. J'ai subi des pressions. J'ai été traité de tous les noms par le régime du président Kagame. Lui-même y est allé à plusieurs reprises dans des discours publics en me traitant de tous les noms. Lui, le chef de l'État rwandais, en parlant d'un individu, une personne comme moi, devant son gouvernement, devant les parlementaires, devant des chefs d'État africains, à Abuja notamment. Et on se dit, mais tout ça pour ça? Parce que je l'accuse d'avoir commis un génocide contre les Hutus, parce que c'est un génocide documenté. Ceux qui ne le savent peut-être pas doivent comprendre que lorsque nous parlons de génocide contre les Hutus, c'est un génocide qui a commencé en 1990 au Rwanda et qui s'est poursuivi en République démocratique du Congo en 1996, sachant que celui commencé en octobre 1990 a continué au Rwanda jusqu'en octobre 1996 pour ensuite se transporter en RDC, à l'époque Zaïre. Nous le disons, il faut que les Hutus soient solidaires avec les familles des victimes du génocide des Tutsis. Il faut absolument que la compassion joue de tous côtés. Il faut qu'il y ait une empathie toute nationale entre tous les Rwandais. Mais il faut aussi, bien sûr, que nos compatriotes Tutsis comprennent que les Hutus ont des vies, que ce sont des êtres humains, que lorsque Kagame et les siens les ont matraqués, bombardés, assassinés depuis 1990, nos compatriotes aussi doivent accepter que cela puisse constituer un génocide. Nous avons les preuves de ce génocide. C'est lorsque les deux communautés principales, je ne parle pas des Batwa, les Batwa n'ont jamais causé de problème à personne. D'ailleurs, on les désigne par ceux qui sont oubliés par l'histoire. Ok, passons encore. Mais moi, je dis que ce sont des Batwa et ils sont fiers de ce qu'ils doivent être. Les Hutus doivent être fiers d'être Hutus, les Tutsis doivent être fiers d'être Tutsis. Ils ont eu beaucoup de générations d'enfants ensemble, surtout les Hutus et les Tutsis. On doit être fiers de ce qu'on est. Mais lorsque les uns n'accepteront jamais les torts causés par le massacre de l'autre partie, lorsque des Hutus continueront à nier le génocide des Tutsis, et lorsque des Tutsis continueront à nier le génocide des Hutus, ou en tout cas le massacre des Hutus. D'ailleurs, je ne demande à personne d'accepter la qualification de génocide, mais qu'ils acceptent au moins que les Hutus ont été massacrés en grand nombre, par centaines de milliers, par millions peut-être. En ce moment-là, on aura commencé à poindre, plutôt à avancer vers la réconciliation. Mais avant cela, je suis catégorique.
il n'y aura jamais de réconciliation entre les Hutus et les Tutsis si un gouvernement responsable n'est pas au Rwanda et si ce gouvernement n'accepte pas que les Hutus ont été aussi massacrés et que les Hutus doivent avoir les mêmes droits que les Tutsis en matière de mémoire, en matière de réparation éventuelle, qu'enfin ils jugent de leurs droits de nationaux et de citoyens libres et égaux. On ne peut pas tolérer cet apartheid qui a été mis en place par le régime de Kagame et institutionnalisé parce que c'est dans les textes légaux. Les Hutus sont des génocidaires, les Tutsis sont des victimes. Eh bien, nous nous battrons pour que cela change. Et si cela doit nous coûter très cher, eh bien, nous sommes prêts à payer le prix. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, d'avoir accepté notre invitation malgré cette indisposition à cause de cette grippe. Mais ça montrait encore une fois combien vous êtes prêts à contribuer, à amener ce qui peut unir les Rwandais, ce qui peut, c'est un acte de patriotisme. Voilà. J'aimerais aussi profiter de ces quelques secondes, parce que le mois d'avril, c'est un mois qui a coûté très cher à la région des Grands Lacs. En 1972, lorsque j'étais jeune étudiant à l'université de Bujumbura, c'est là qu'il y a eu le génocide contre les Hutus de ce pays. Donc, j'en profite pour saluer nos compatriotes burundais. Je dis nos compatriotes burundais parce que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes de la même nation, les Burundais et les Rwandais sont les mêmes. On peut ne pas appartenir au même pays juridiquement parlant, mais en fait, c'est notre pays. Le Burundi, c'est nous. Le Rwanda, c'est nous. J'en profite donc pour saluer ceux des survivants de ce génocide qui étaient avec moi. Il y en a très peu, malheureusement, mais aussi leurs enfants, les enfants des victimes et tous les Burundais, parce qu'eux, au moins, ils ont fini par accepter l'histoire. Aujourd'hui, le Burundi est vraiment sur la voie de la réconciliation. Les Burundais n'hésitent pas à dire « je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis Mutwa », mais nous travaillons ensemble. Ce n'est pas comme au Rwanda où on doit jouer avec les mots, on n'est ni ceci ni cela, mais pendant le mois d'avril, on se souvient que les Tutsis existent et que les Hutus existent. Donc, je salue vraiment et je salue le courage des Burundais et j'informe notre public que je vais commencer aussi un devoir de témoignage et de mémoire pour ce génocide de 1972. Cela fait 50 ans. Je n'aurais jamais pensé que 50 ans plus tard, après avoir vu tous mes camarades Hutus du campus partir, assassinés par l'armée de Michombero, je n'aurais jamais pensé que 50 ans après, je serais là pour raconter ce qui s'est passé. Donc, ce sera avec plaisir, en même temps avec beaucoup de douleur, que je vais faire ce témoignage sur ce que j'ai vu au Burundi, sans jamais essayer de créer de brouille parmi les Hutus et les Tutsis du Burundi. C'est dans le cadre de ce processus de réconciliation pour soutenir un peu les efforts de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Je vous remercie beaucoup. Voilà, maintenant que nous nous rappelons justement de nos victimes, de nos parents décédés, c'est vrai qu'il nous faut diriger une pensée à nos frères burundais aussi, qui sont passés aussi par là. Et c'est une bonne idée de leur donner une place pour qu'eux aussi ils parlent de ce qui leur est arrivé. Je vais donc vous dire qu'on va se séparer ici, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, du moins pour ce soir. Mais je vous souhaite un bon rétablissement pour cette grippe
Et peut-être à la semaine prochaine ou à d'autres moments, je sais que vous êtes disposé chaque fois à nous aider à comprendre certaines choses de la diplomatie de notre pays. Voilà. Merci donc et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie beaucoup et je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs de cette belle chaîne de radio-télévision.